Ok, donc juste pour continuer d'explorer un petit peu notre compréhension de la méditation, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a aussi beaucoup de choses qui sont un peu des fausses croyances, on le sait maintenant, je veux dire, ça a pris un peu du temps parce que dès que la méditation a pris de l'ampleur en Occident, on est tombé souvent sous des enseignements qui étaient assez radicaux, voire orthodoxes, et pas toujours vraiment bénéfiques, hein. Par exemple, il faut que le mental soit vide, ça c'est pas vraiment bénéfique. Ou d'une certaine manière se couper de son ressenti. Ça, c'est pas vraiment bénéfique. Donc, la méditation, pour certaines personnes, puis j'en parlais avec une personne justement hier, hein, j'avais une rencontre en privé avec quelqu'un, et on discutait aussi de la méditation, et je dis, bah écoute, tu médites pas, à mon avis. Tu ne devrais pas méditer pour l'instant. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, la méditation, c'est une dissociation de soi. Et les personnes qui ont déjà vécu de la dissociation, quelle qu'elle soit, hein, à l'adolescence, à l'enfance ou à cause d'un trauma, quel qu'il soit, bah, méditer doit être différent. Ça peut pas être j'observe sans rien ressentir ou d'une certaine manière j'observe mes sensations mais j'essaye de ne pas être touché par celles-ci. Donc ça c'est un gros problème parce que si on a vécu de la dissociation, bah, immanquablement on a appris à ne pas ressentir ces sensations. On a appris à ne pas prendre le temps de vraiment ressentir les choses et de passer trop rapidement, d'une certaine façon, à autre chose. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup pour différentes raisons. Et méditer, c'est s'ouvrir à ce qu'on ressent. C'est s'ouvrir pleinement à ce qu'on peut vivre. C'est s'ouvrir pleinement à un contact avec soi. Donc certaines traditions, vous le verrez, impliquent le retrait total, l'enfermement, le non-contact des fois avec soi-même. Et dans l'orthodoxie, qu'elle soit tibétaine, hindouiste, il y a souvent le corps est impur. Le mental est notre problème. L'ego, faut le détruire. Et là, on s'en va dans un asile, directement dans un asile. Je veux dire, on peut pas refuser là où on habite, on peut pas refuser là où on pense, et on peut pas refuser là où on est. Donc ça sert à rien de se dire le mental est mon pire ennemi, l'ego, je dois le détruire, et mon corps est impur. Je veux dire, on s'en va nulle part. Donc il y a des voies qui suivent cet enseignement. Et même dans le Vedanta, même dans les enseignements de l'hindouisme, dans le Vedanta, le corps est impur. Donc il faut se séparer du corps. Ce qui, à mon avis, est une grave erreur. Parce que si on se sépare du corps, bah, d'une certaine manière, on se sépare de son évolution. On se sépare de son ressenti, de ses émotions. Alors, n'est-il pas plus simple, au lieu de créer une séparation, de plutôt créer une compréhension? Plutôt que de se séparer de quelque chose, on devra apprendre à comprendre la chose. Donc si j'arrive à comprendre comment fonctionne mon mental, si j'arrive à comprendre l'impact de mon ego, si j'arrive à comprendre comment mon corps s'exprime, bah, en comprenant, on peut gérer les choses. On a une meilleure gestion des choses. Mais si on se sépare du corps, on se sépare du mental, on se sépare de l'ego, on devient désincarné. Et je pense, vous le savez, en yoga, notre but, c'est la compréhension de l'incarnation, d'être pleinement incarné, mais pleinement incarné. Donc si on se trompe de voie, on se désincarne. Et d'une certaine manière, la grande difficulté après, c'est ce qu'on va éviter durant ce cours, c'est la difficulté de revenir à la vie normale. Plus on se désincarne, plus on a de la difficulté à comprendre les phénomènes de la vie journalière, nos propres problèmes relationnels, de communication, problèmes de relations intimes ou de relations à soi et à l'autre. Et plus on développe cette problématique, plus c'est difficile de continuer à pouvoir s'étendre dans la vie. Donc on se refuge. Et quand on prend refuge quelque part, on risque de s'y enfermer. Donc c'est juste un peu pour éveiller, vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je vous dis, mais simplement pour éveiller la notion que souvent, ces techniques sont vieilles, hein, elles datent d'il y a plus de 5000 ans. Les sociétés ont changé aussi, les problématiques sont légèrement différentes dans notre vision des choses, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas il y a 5000 ans. Donc ces techniques sont extraordinaires, mais on ne comprenait pas le système nerveux. Ces techniques sont extraordinaires, mais d'une certaine manière, il y avait aussi, d'une certaine façon, une recherche qui correspondait
à l'attitude et l'aptitude qu'on avait à l'époque. Et ça, faut jamais l'oublier. On jongle et on s'amuse avec des techniques très anciennes qui, d'une certaine manière, sont pas en cohérence avec notre vie d'aujourd'hui. Par contre, elles contiennent encore des choses incroyables sur la compréhension du phénomène d'être et de quelle manière on peut, à travers cette compréhension, mieux comprendre que c'est pas juste le corps, c'est pas juste le mental, c'est pas juste l'ego. Et si on remonte un peu plus loin, dans ce qu'on peut trouver comme les textes anciens, il y a beaucoup de textes qui disent que justement l'ego n'est pas le problème, le corps n'est pas le problème. Notre manque de compréhension est le problème. Et à partir de là, on arrive à se pacifier. Donc méditer devient plus simple. J'en reparlerai pas, c'est sûr, je vous embêterai pas à chaque fois avec ça. Mais méditer devient plus simple parce que du coup, je suis pas étonné d'avoir beaucoup de pensées. Du coup, je suis pas étonné de gigoter ou d'avoir des sensations qui viennent me perturber parce que mon corps est vivant. Et du coup, je suis pas étonné que oui, méditer est un acte égoïste. Et il n'y a aucun problème avec ça. Il faut savoir être égoïste. Et il faut savoir se tourner vers soi pour se permettre d'être. Si on se tourne constamment en dehors de soi par peur d'être égoïste et qu'on s'intéresse juste à ce que les autres font, bah, immanquablement, on n'a pas de compréhension de ce qui se passe en soi. Ça, c'est un gros problème aussi. Donc, soyez franchement à l'aise avec le fait que cet instant est pour vous, pas pour les autres. Bon, ils vont en bénéficier, croyez-moi. Mais cet instant est d'abord pour vous. Ensuite, notre mental sera toujours troublé. Ça, c'est pas un problème. Notre corps va toujours changer, se transformer. Et en même temps, on aura immanquablement beaucoup plus de possibilités de relations amicales avec ceux-ci pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans notre vie, nos affects, nos traumas, nos impatiences, nos irritabilités, et en même temps, notre sagesse. Donc aujourd'hui, on va pratiquer une méditation qu'on appelle la méditation des 3 points, qui vient du Tantra himalayen. Et c'est une méditation qui est très simple, vous l'avez déjà pratiquée si vous avez fait les cours précédents. C'est une méditation sur le son, le souffle et les sensations corporelles. Et on va s'habituer constamment à changer de sujet. Pour certaines personnes, ça peut être perturbant au début, parce que ça peut s'appeler une forme de distraction ou d'une certaine manière d'agitation, mais vous comprenez que c'est notre attitude qui change la chose, pas l'exercice. L'exercice est une excuse à explorer nos attitudes. Un exercice ne transformera jamais qui que ce soit. C'est l'exercice qui va faire ressortir les attitudes qu'on ne voit pas d'habitude. Et en remarquant ces attitudes, en prenant conscience et en les comprenant, on peut les transformer. Donc c'est un acte très personnel. Très très personnel. C'est pour ça que l'humanité peut continuer à méditer autant qu'elle veut. Ça ne veut pas dire qu'elle se porte mieux. Et c'est ce qu'on voit. Par contre, certaines personnes vont mieux se porter parce qu'ils le savent, l'exercice n'est pas véritablement ce qui va leur permettre de mieux se comporter, mais l'exercice va leur permettre de mieux se comprendre. Et à partir de là, ils vont être de la capacité dans cette compréhension de transformer leurs attitudes. Donc méditer, c'est prendre cet instant d'observation. Donc on va partir là-dessus, méditation des 3 points. Et à partir de là, voyez où est-ce que ça peut aussi vous mener. Et n'oubliez jamais, une méditation ne peut jamais être bonne ou mauvaise, parce que méditer, c'est être présent. Donc quand on sort d'une méditation, qu'on dit «Oh, c'était une mauvaise méditation, je ne suis pas arrivé», faites attention. Parce que le jour où vous sortez d'une méditation, et si vous vous dites «Oh, j'ai une bonne méditation, c'était génial», faites attention. Il y aura beaucoup d'attentes ensuite, et il y aura beaucoup de déceptions qui vont suivre. Parce que ce qu'on essaye de retrouver, ça devrait toujours être plaisant, et ce qu'on fuit est toujours déplaisant. Mais entre vous et moi, là où on comprend mieux ce qu'il se passe en nous, c'est lorsque c'est déplaisant. C'est pas pour rechercher ça, c'est juste de le remarquer. Donc il n'y a pas de qualité de méditation. Ou alors il y en a juste une, la présence, à tous les phénomènes, quels qu'ils soient, plaisants ou déplaisants, sans aucune volonté de choisir entre l'un et l'autre, mais de remarquer ce que ça déclenche en soi. Alors partons là-dessus aujourd'hui. C'est un bon programme quand même, on va voir où on s'en va.